Le numéro 39 de la JLMB est consacré au droit pénal et à la procédure pénale. Il s'ouvre par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 septembre 2016 qui fait le point sur la compatibilité entre les exigences du procès équitable et les nécessités de la protection de la société contre les attentats terroristes. La Cour rappelle évidemment qu'il est un impératif prioritaire, c'est d'assurer la sécurité des citoyens face à ces attentats qui mettent en cause le principe même de notre société démocratique, mais que, nonobstant ces exigences, les garanties du procès pénal doivent continuer à s'appliquer. Cependant, elles peuvent, le cas échéant, être interprétées avec une certaine bienveillance de façon à permettre à l'action des services de répression de se développer pour assurer la protection de la vie de nos citoyens. Et ceci pourrait donc justifier, dans certaines hypothèses, des restrictions d'une ampleur limitée à certains des droits fondamentaux, tels en l'occurrence celui du droit à l'assistance d'un avocat. La Cour va donner 10 critères qui permettront d'apprécier si ces restrictions sont compatibles avec le respect du caractère équitable de la procédure prise dans sa généralité. C'est un arrêt qui a fait l'objet de discussions manifestement extrêmement âpres. En témoigne le fait que pas moins de 6 opinions dissidentes, en partie dissidentes et concordantes, ont été exprimées par pas moins de 11 des magistrats qui ont pris la décision. Le numéro se poursuit par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 juin 2016 qui annule partiellement la loi organisant la transaction en matière pénale. C'est cette fameuse loi qui avait permis à M. Chodiev de bénéficier de cette procédure. La Cour constitutionnelle considère qu'à partir du moment où l'action publique a été introduite, permettre la conclusion de pareilles transactions sans que celle-ci soit contrôlée juridictionnellement ou par le juge d'instruction ou après saisine par le tribunal saisi de l'action n'est pas compatible avec les principes qui régissent notre société selon la Constitution. Suivent 3 arrêts de la Cour de cassation qui ont tous trait à la même problématique. On sait que depuis le début de cette année, pour introduire un pourvoi en cassation et pour déposer un mémoire en cassation, il faut qu'un avocat soit titulaire d'un certificat de formation à la cassation en matière pénale. L'arrêt du 1er juin 2016 indique qu'il appartient à l'avocat qui bénéficie de ce certificat d'en rapporter la preuve. Un second arrêt du 17 août consacre le principe d'application générale de ces principes, notamment en matière de recours contre une décision du tribunal d'application des peines. Un 3e arrêt, du 7 septembre, consacre la même solution à propos d'un arrêt de la Chambre des mises en accusation en matière de recours contre une mesure d'éloignement d'un étranger. Suit un arrêt du tribunal correctionnel de Liège du 12 février 2015. L'hypothèse était la suivante: un permis d'environnement imposait à l'exploitant d'une entreprise d'effectuer un certain nombre d'analyses sur des sondages qui avaient été prélevés sur les rejets de cette entreprise et de les communiquer à l'autorité de surveillance. Sur la base de cette communication, des poursuites avaient été engagées parce que les conditions n'avaient pas été respectées. Et l'exploitant plaidait qu'il s'agissait d'une violation de son droit au silence, puisqu'il était incriminé sur la base des indications qu'il avait lui-même dû communiquer à l'autorité. On lui répond que le permis d'exploiter n'est qu'une autorisation d'exploiter, pas une obligation, qu'il s'y est soumis volontairement, qu'il n'y a donc pas de violation de son droit au silence et que de toute façon, il y a une juste proportion entre les mesures qui lui étaient imposées et les nécessités de la protection de la santé des personnes et de l'environnement. Une autre décision du tribunal correctionnel de Liège date du 10 février 2016. Elle rappelle que pour qu'un sursis soit révoqué pour non-respect des conditions probatoires, il faut que ce non-respect soit imputable à
la personne qui bénéficiait de ce sursis probatoire. Suit ensuite une décision très importante du tribunal correctionnel de Namur. Elle porte sur l'application dans le temps des nouvelles dispositions inscrites dans la loi Popuri II. C'est donc notamment cette loi qui permet la correctionnalisation générale de tous les crimes. Et dès lors, comment appliquer la peine lorsqu'on se trouve en présence d'une infraction qui n'aurait pas pu être correctionnalisée avant cette nouvelle loi et qui l'a régulièrement été en vertu de cette nouvelle loi? Les juridictions correctionnelles, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ne pouvaient pas prononcer une peine supérieure à 20 ans. Aujourd'hui, le maximum est passé à 40 ans. Quelle est la limite qui doit aujourd'hui être respectée, sachant donc que l'on se trouve en présence d'une infraction qui auparavant était susceptible d'une peine criminelle, qui aujourd'hui est susceptible d'une peine de 40 ans, et qui, si elle avait été soumise à une juridiction correctionnelle avant l'entrée en vigueur de la loi, n'aurait pu être sanctionnée que de 20 ans. Franklin Cutty fait une analyse très pertinente de cette décision. Enfin, le numéro se clôt par une décision du tribunal correctionnel du 3 novembre 2015 qui fait le départage entre la notion de désobéissance civile et la notion de délit politique. En l'occurrence, il s'agissait d'activistes pacifistes qui s'étaient introduits dans la base du Cheb à Mons en se faisant filmer, ceci pour dénoncer les bombardements de l'OTAN sur la Libye et sur la Syrie, et qui invoquaient un délit politique, ce qui leur sera refusé car leur infraction ne porte pas atteinte aux institutions politiques elles-mêmes. Cette décision est annotée par Eric Van Brustem. Le numéro dans son ensemble a été préparé par Franklin Cutty.